Evening News. Ouverture de la première édition du Rendez-vous de l'environnement. L'initiative est du mouvement Mali Propre. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons également de la campagne Écrire pour les droits lancée par Amnesty International. La mobilisation des femmes d'Éthiopie pour les forces nationales est aussi à l'ordre du jour, sujet à retrouver dans la page internationale. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal Djoliba Evening News sur Djoliba TV News. Le mouvement Mali Propre a lancé la première édition du Rendez-vous de l'environnement, une initiative qui appelle à une plaidoirie et une prise de conscience sur les problématiques de l'environnement. Aruna Selia connaît. La plus grande rencontre des acteurs de l'environnement, telle est l'ambition du mouvement Mali Propre à travers son initiative Les Rendez-vous de l'environnement. Des retrouvailles des acteurs du climat pour plaider et sensibiliser sur les problématiques environnementales. Un rendez-vous pour l'environnement parce que notre environnement est menacé. Un rendez-vous pour l'environnement parce que nous voyons des ordures partout à Bamako, dans les caniveaux, devant les hôpitaux, devant les écoles, les mosquées. Et aujourd'hui, on voit les sachets partout. Et ça ne peut plus continuer, c'est l'action des humains. C'est pourquoi nous avons voulu faire cette rencontre avec tous les acteurs qui sont dans ce domaine pour qu'ensemble, on puisse échanger, proposer des solutions, faire des plaidoyers et surtout comment on peut créer des synergies. Pour relever les défis climatiques, le mouvement associe la jeunesse qui constitue une couche importante pour la lutte contre la pollution. Nous déjà, on a plusieurs concepts. Je vais citer les 3 concepts qu'on a. Le branche vert, où on essaie vraiment de mettre en avant les acteurs qui sont vraiment engagés. Ça, c'est pour inspirer la jeunesse. Ça aussi, c'est une solution. En inspirant la jeunesse aussi peut prendre conscience et changer de comportement. On a également le concept de grain, une poubelle. C'est aussi aller avec les jeunes pour leur montrer que pour un Mali propre, il faut l'engagement de tous. Les autorités ont leur part de responsabilité, mais nous également. On a également le programme des jeunes ambassadeurs de l'environnement. Ce sont des jeunes qui nous représentent dans les 6 communes de Bamako et dans les régions. C'est pour vraiment aussi les impliquer. Pour les parrains de ces premiers rendez-vous, chacun doit mettre du sien pour la défense de l'environnement. Qui dit environnement dit simplement cadre de vie. Parce que nous avons tous droit à un environnement sain. Et de ce fait, chacun d'entre nous a le devoir de protéger et de défendre l'environnement. Et dans ce même cadre, la promotion de la qualité de la vie est un devoir pour chacun d'entre nous, aussi bien que pour l'État. Donc cela fait que c'est une initiative que nous accompagnons aussi à travers toutes les activités qui sont prévues d'aujourd'hui jusqu'au 20 novembre. Au programme de ces premiers rendez-vous, des panels de haut niveau, des concerts et défilés de mode vert et la journée Zéro Plastic Day. Faisant partie de la liste des personnalités visées par l'interdiction de voyage dans l'espace CEDEAO, le ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, a réagi suite aux récentes sanctions infligées aux autorités de la transition malienne par l'organisation sous-régionale. L'interdiction de voyage infligée aux autorités de la transition malienne par la CEDEAO semble laisser indifférentes les personnalités visées. C'est en tout cas ce que le ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, a mis en évidence lors d'un débat contradictoire sur une chaîne étrangère. Il s'exprime en ces termes. Ça ne nous coûte pas grand-chose le fait de ne pas aller hors de nos frontières. D'autant plus que cela fait plus de 9 ans qu'il nous est interdit de voyager sur notre propre territoire. Selon le ministre de la Refondation, en interdisant le voyage à 149 personnalités du gouvernement malien et du Conseil national de transition, et en gérant leurs avoirs financiers, la CEDEAO quitte son domaine d'intérêt, celui de l'intégration économique des États. Au dire du ministre Ibrahim Ikassa Maïga, les chefs d'État de la CEDEAO sont dans une conspiration politico-politicienne. En effet, la pomme de discorde à l'origine de la brouille entre les autorités maliennes et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est l'organisation des élections en février 2022. Si la CEDEAO exige la tenue de ces élections à la date prévue, les autorités de la transition malienne préfèrent attendre l'issue des assises nationales de la Refondation pour fixer de nouvelles dates. Par ailleurs, en décidant de maintenir ces assises, le gouvernement de la transition a ouvert un front, non seulement contre ses partenaires qui sont la CEDEAO et l'Union européenne, mais aussi contre une majeure partie de la classe politique malienne qui jusque-là rechigne aux assises nationales de la Refondation. Les autorités de la transition malienne pourront-elles résister face à tous ces adversaires? L'avenir nous le dira.
Une délégation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a rendu ce jeudi 18 novembre 2021 une visite de travail au ministre de la Refondation. Objectif, discuter des questions liées à la refondation de l'État et l'apport des Maliens de l'extérieur. Écoutons la réaction de Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, au micro de Moussa Tembini. En tant que représentant de ces millions de Maliens établis à l'extérieur, que nous venons échanger avec pour essayer d'apporter aussi notre contribution. Parce que je pense qu'aujourd'hui le Mali a besoin de tout le monde, de toutes les idées pour essayer vraiment chacun dans son domaine d'apporter vraiment sa pierre dans l'utilité pour le développement, en tout cas pour notre pays. Vous savez, la transition, l'objectif c'est corriger tout ce qui ne va pas dans notre pays pour qu'enfin nous puissions désormais avoir un État solide, un État démocratique que nous avons choisi depuis les années 91, mais compte tenu de tous les péripéties qu'on a connues, je pense qu'il faut apporter des corrections. Et je pense que le Malien de l'extérieur, ayant l'avantage d'avoir dans ce monde tout ce qui est en tout cas nécessaire pour aussi apporter son mot. Nous avons demandé à M. le ministre de faire en sorte que nous soyons choisis, en tout cas dans certains panels, en tout cas pour essayer de dire ce que vraiment les Maliens extérieurs pensent par rapport en tout cas à la réussite de cette transition que nous souhaitons, que nous soutenons avec toutes nos forces pour avoir été vraiment les acteurs de la charte qui est en train en ce moment d'être mis en musique. Amnesty International a procédé au lancement de sa campagne « Écrire pour les droits » ce vendredi 19 novembre au titre de l'édition 2021. Objectif, offrir un lien vital à des personnes dans le monde dont les droits fondamentaux sont piétinés. Adama Sanogo pour le compte-rendu. Écrit pour les droits est la plus grande campagne de défense des droits humains du monde. Depuis 2001, Amnesty International recueille des millions de messages de soutien adressés à des personnes injustement incarcérées. Ce matin, effectivement, nous avons organisé une conférence de presse de lancement de notre campagne mondiale Écrit pour les droits. Cette campagne, cette année, c'est 20 ans. Donc, depuis 2001, nous avons lancé cette campagne. Chaque année, nous appelons les militants, les sympathisants et le public en général à signer des pétitions pour 10 cas qui sont retenus. Pour mener à bien cette campagne, Amnesty International invite toutes les couches à écrire des lettres pour toutes ces personnes détenues illégalement. Donc, dans cette campagne, nous appelons le public et nos sympathisants à écrire des lettres aux autorités, mais aussi à écrire des messages de solidarité. Donc cette année, nous avons par exemple au Mali la particularité de lancer une campagne digitale. Ce n'est pas que des lettres, mais aussi ça peut être des dessins, ça peut être n'importe quel type d'expression. Le président d'Amnesty International affirme que les sympathisants des lettres pour les droits humains ont déjà fait leur preuve pour la libération des personnes détenues injustement. Ces sympathisantes et sympathisants ont contribué à transformer la vie d'une centaine de personnes depuis 2021. Les libérant ainsi de la torture, du harcèlement ou d'une incarcération injuste. Ce fut également un lieu pour Amnesty International d'accuser l'esclavage par ascendance dans la région de Kayi qui a fait des morts, notamment le cas du jeune de 25 ans, Diagou Cissé. Voilà, nous en sommes à l'image du jour qui nous amène aujourd'hui en Angleterre pour parler de Piccadilly Circus. Piccadilly Circus est un carrefour routier et une place piétonne du quartier de Westminster à Londres au Royaume-Uni. Jusqu'au XVIe siècle, le quartier de Circus était la propriété d'Elton College et de la Mercer's Company avant qu'un tailleur appelé Robert Baker vint indirectement lui donner son nom actuel.
Piccadilly Circus a été créé en 1819 dans le prolongement de Regent Street. À cette époque, le carrefour était en fait désigné sous le nom de Regent Circus, car compris dans l'ère d'urbanisme de John Nash, l'architecte attitré du roi George IV, dont Regent Street était l'élément majeur. La place autrefois considérée comme le centre de l'Empire britannique constitue encore de nos jours un des centres névralgiques de Londres et est réputée pour la pléthore d'enseignes lumineuses qui l'entourent. Elle compte également plusieurs curiosités touristiques, dont une fontaine érigée en 1893 en mémoire de Lord Shaftesbury. Non loin se trouve également le London Trocadéro, centre commercial et de loisirs, et la statue Horses of Helios. Son emplacement en plein cœur de West End, ainsi que sa proximité avec des lieux commerçants ou de divertissement font qu'elle est encore aujourd'hui un lieu apprécié des Londoniens comme des touristes du monde entier. Maintenant, voici la page internationale. À Addis Abeba, la capitale éthiopienne, des femmes se rassemblent pour fournir de la nourriture et d'autres articles à la force de défense nationale éthiopienne et donnent également du sang pour les soldats blessés pendant la guerre. Cet événement a été organisé pour montrer le soutien des femmes à nos forces de défense en leur fournissant des denrées alimentaires. Les femmes seraient prêtes à aller jusqu'au champ de bataille pour protéger les soldats de la force de défense nationale. Je donne mon sang aux soldats blessés. Nous pouvons donner notre sang à ceux qui ont versé leur sang au combat. Je le jure devant Allah, je suis ravie de donner mon sang. Cet événement intervient à un moment où les émissaires de l'Union africaine et les États-Unis sont de retour jeudi en Éthiopie dans un nouvel effort pour obtenir un cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et les rebelles tigréens qui s'affrontent dans le nord du pays. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et son homologue américain Jeffrey Feltman s'étaient déjà rendus en Éthiopie au début du mois alors que les combats connaissaient une escalade. Après avoir gagné du terrain ces dernières semaines, les rebelles du Front de libération du peuple de Tigré TPLF n'ont pas exclu de marcher sur la capitale Addis Abeba, ravivant les inquiétudes de la communauté internationale sur ces conflits qui durent depuis plus d'1 an. L'Inde va abroger 3 lois de la réforme agricole après 1 an de manifestations massives d'agriculteurs en colère, a annoncé vendredi le Premier ministre Narendra Modi dans une surprenante volte-face. Dans une adresse à la nation, il a affirmé que l'État indien va entamer le processus constitutionnel d'abrogation de ces 3 lois lors de la session parlementaire qui débute à la fin du mois, avant d'appeler tous les agriculteurs participants aux manifestations à rentrer chez eux, à retrouver leurs proches, leurs fermes et leurs familles. Dans un communiqué, la coalition des syndicats agricoles a salué l'annonce, ajoutant toutefois attendre qu'elle prenne effet par le biais des procédures parlementaires adéquates. La coalition y rappelle aussi qu'elle exige toujours une garantie statutaire de rémunération rentable pour tous les produits agricoles et pour tous les agriculteurs. Les réformes agricoles avaient été votées en septembre 2020 pour autoriser les agriculteurs à vendre leur production aux acheteurs de leur choix, plutôt que de se tourner exclusivement vers les marchés contrôlés par l'État, leur assurant un prix de soutien minimal PSM pour certaines denrées. Nombre de petits exploitants agricoles s'y opposent depuis novembre 2020 dans des manifestations de masse, s'estimant menacés par cette libéralisation qui, selon eux, risquait de les obliger à brader leurs marchandises aux grandes entreprises pour les écouler. Depuis, les agriculteurs campent sur les routes au port de New Delhi où un réseau de solidarité s'est mis en place. Chaque jour, des tracteurs leur livrent des carrioles de bois et de vivres. Le poids du secteur agricole est considérable en Inde, assurant la subsistance de près de 70% de ses 1,3 milliard d'habitants et contribuant à environ 15% du PIB. À présent, toute autre chose, nous allons parler de Sotrama. Et oui, dans un pays, chaque corps de métier a son importance et participe à la construction de l'économie de l'État. C'est dans cette optique que la rédaction s'est intéressée à la société de transport du Mali, communément appelée Sotrama.
comment s'organisent ceux qui travaillent dans ce secteur et quelles sont les difficultés qui s'imposent aux personnes qui font ce métier? La réponse dans ce dossier signé Aminata Traoré et Boureima Doubaré. Pour faciliter le déplacement des Bamakois et environ, le moyen de transport le plus utilisé est la Sotraman. Les conducteurs, pour être plus efficaces dans leur travail, ont un syndicat qui s'occupe de la gestion technique. L'argent que les chauffeurs payent est principalement utilisé pour secourir un chauffeur en cas de problème et aussi pour les mariages, les baptêmes, etc. Un ancien chauffeur est appelé syndicat. Ça vaut 35 ans que je conduis la Sotraman. L'argent que les chauffeurs payent pour nous est gardé précieusement à la banque. Par exemple, quand un chauffeur a un problème dans l'exercice de son métier ou en cas de maladie, c'est le syndicat qui prend tout en charge. Pendant la fête de Ramadan aussi, on investit 3 300 000 francs CFA pour l'achat des bœufs pour tous les membres. En plus de la gestion technique, les syndicats ont d'autres rôles à jouer. Vous savez, les Sotraman ne sont pas appréciés du tout. Pourtant, nous savons aussi que c'est un moyen de transport qui arrange beaucoup de personnes. Même en cas de mésentente entre les conducteurs de Sotraman et les policiers, on intervient également. Dans l'univers des Sotraman, il y a toutes sortes de personnes. Nous, à notre niveau, on veille sur le comportement des chauffeurs et apprentis à ne pas insulter ou adopter des comportements malveillants. On adopte souvent des sanctions pour cela. Pour la majorité des conducteurs et apprentis de Sotraman, ce métier rapporte peu, mais aussi il y a beaucoup de difficultés. Vraiment, il y a toujours des petits querelles entre nous et nos passagers. Normalement, quand on quitte Kati, on ne s'arrête qu'ici. Et souvent, les clients s'énervent. La principale cause de nos mésententes avec les passagers, ce sont les problèmes de monnaie. Et le plus souvent, c'est avec des femmes. D'autres aussi provoquent les apprentis. Aussi, les policiers, que ton cahier soit à jour ou pas, tu es obligé de leur donner leur pot de vin. Avec les clients, c'est vraiment pas facile. Ils ne rentrent jamais avec la monnaie. Même si le restant de la monnaie est 25 francs, ces derniers refusent de renoncer. Pour certains usagers, les apprentis ou conducteurs de Sotraman doivent revoir leur façon de traiter les clients. J'emprunte la Sotraman depuis très longtemps. La seule difficulté que je rencontre avec les apprentis est liée au problème de monnaie. Sinon, je reconnais que la Sotraman m'arrange beaucoup car c'est moins cher. Les apprentis chauffeurs ne sont pas du tout gentils avec nous. Et en plus, le prix du transport est trop cher. Je sollicite l'aide du gouvernement pour cela. Je dois me rendre à Niamakoro. Personnellement, je n'ai pas de problème avec les Sotraman. Selon un adage africain, il n'y a pas de sous-métier. Alors, quoi que nous fassions comme travail, faisons le bien. Du sport à présent, après avoir été qualifiés pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Aigles du Mali rentrent dans l'histoire. Amadou Tolo nous dit pourquoi. 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 11 buts marqués, 0 encaissés. Tel est le bilan des Aigles qui, à l'instar du Maroc et du Sénégal, ont décroché leur billet pour les barrages à une journée de la fin des éliminatoires. Qualifiés après les Lions de la classe du Maroc et les Lions du Teranga du Sénégal. Le mérite en revient au capitaine Amari Traoré et à ses coéquipiers, mais aussi
au sélectionneur national Mohamed Magasuba, dont la patience, la vision, l'expérience, la connaissance technique ont forgé une équipe aujourd'hui enviée par tout le continent africain, s'exclame sur sa page Facebook notre confrère Alassane Suleiman. Contre soit le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria ou éventuellement le Maroc. On sera situé le soir du 18 décembre sur le prochain adversaire des Aigles lors des tirages au sort. De la culture à présent, dans la précédente édition, nous recevions Yacouba Makasuba, promoteur de la compagnie Naman. Voici un extrait de l'entretien pour vous. D'abord, je vous remercie. Festival Ranouche chez nous à Bamako, c'est un festival des arts de rue. L'objectif de ce festival, c'est quitter entre les quatre murs, que toutes les populations se retrouvent sur une place, comme on dit, Frekene au Mali. Et les rencontres professionnelles entre les artistes nationaux et internationaux au Mali. Les activités phares de ces activités festival, c'est précisément les arts vivants dans la rue. Il y a des programmations dans les différents sites de Bamako et dans les écoles. Et la base est à Manyamougou, Fasokanou, chaque soir que nous on est. D'accord. Ouais. Quelles sont les innovations apportées à cette 5e édition? Les innovations apportées dans cette 5e édition est qu'on a eu vraiment l'opportunité de découvrir plein de choses, des formations, de création. Et avoir aussi des nouveaux bailleurs qui nous a rejoints cette année, qui est la République tchèque. C'est la première fois même qu'il intervient dans le cadre du festival, on le remercie beaucoup aussi cette année. On est super contents cette année dans le cadre du festival Ranou chez nous à Bamako. Premièrement, il y a un projet de création du centre de formation de l'art de la marionnette au Mali. Et la création des collectifs de marionnettistes au Mali pour pouvoir vraiment bien développer notre secteur. Et on a des dates partout maintenant à cause de ces festivals. Bientôt on va aller au Massa. On a les 2 compagnies qui sont sélectionnées au Massa dans le cadre des cirques de la scène. Et fin juin aussi, on est invité en Allemagne avec beaucoup de nombres, même 24 personnes qui seront là-bas pour présenter le spectacle que nous on a créé. J'invite tous les Maliens qui viennent nous rejoindre pour vraiment montrer la capacité des artistes maliens aux populations maliennes. J'invite tout le monde. À partir de 16h aujourd'hui, on commence jusqu'à 2h, 3h du matin dans les différents sites du festival. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.